Bonjour, bonsoir ou bonne nuit si vous regardez cette vidéo la nuit, à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une erreur très fréquente dans l'instruction musicale et je voudrais vous démontrer qu'un intervalle n'est pas et ne peut pas être une distance, un espace, un écart, une hauteur entre deux sons, contrairement à ce que tout le monde a appris et à ce que vous pouvez lire dans la totalité des ouvrages de formation musicale ou de théorie musicale. L'objet de mon exposé aujourd'hui sera donc la définition de l'intervalle. Et justement, en matière de définition, il se trouve que j'ai des exigences personnelles qui manifestement n'engagent que moi. D'abord, selon moi, une définition n'est pas une règle à laquelle on pourrait appliquer tout un tas d'exceptions censées confirmer cette règle. Une définition n'est pas non plus un exemple. Un exemple est un cas particulier. La définition, elle, se doit d'être globale et doit être valable, doit pouvoir s'appliquer à tous les exemples, c'est-à-dire à l'ensemble des cas que l'objet désigné souhaite définir. Le but d'une définition, c'est de nous expliquer qu'est-ce que c'est. Quand on cherche une définition dans le dictionnaire, c'est que on ne sait pas ce qu'est la chose que l'on cherche et on veut savoir ce que c'est. Donc une définition, pour moi, doit commencer par l'objet ou le sujet que l'on cherche à définir, suivi du verbe être. Et bien entendu, ce n'est pas suffisant. C'est un critère, c'est une exigence que j'ai qui est importante. On va voir que parfois certaines phrases se prétendent être des définitions et n'en sont pas justement parce que la phrase ne commence pas par « ceci est ». Mais ce n'est pas suffisant. Le rideau est rouge. J'ai commencé par le nom de l'objet que je cherche à définir, le rideau. Et puis j'ai mis le verbe être. Le rideau est. Mais est-ce que le rideau est rouge? C'est une définition du rideau. Est-ce que je sais ce qu'est un rideau ou ce qu'est ce rideau parce que j'ai dit qu'il est rouge? Non, bien sûr que non. Donc ce n'est pas suffisant pour que ce soit une définition. Selon moi, une définition doit être réversible. C'est-à-dire que si on prétend qu'une phrase est une définition, si on renverse, si on retourne la phrase, elle doit aussi être une définition fiable. Exemple. Un exemple n'est pas une définition. Là, je ne donne pas une définition. Je donne un exemple. La Terre est une planète. Ben, c'est vrai, la Terre est une planète. Mais est-ce que cette phrase est une définition? Réversibilité. Une planète et la Terre. Est-ce qu'une planète et la Terre, est-ce que c'est une définition aussi? Non. Pourquoi? Parce que si une planète est la Terre, sachant que Vénus, Mars, Jupiter, Saturne sont aussi des planètes, alors ça voudrait dire que Mars, c'est la Terre, Vénus, c'est la Terre, Jupiter, c'est la Terre, Saturne, c'est la Terre. Ça n'a aucun sens, on n'y comprend plus rien, ça ne fonctionne pas. Donc, si ma phrase avait été une définition, cette définition n'est pas réversible. Donc, à mon sens, la définition n'est pas fiable. Elle n'est pas satisfaisante. Autre exemple. Il paraît, c'est une proposition de définition, je ne dis pas que c'est la bonne, mais on la trouve. Il paraît que une planète, justement, serait un objet, un corps céleste, qui graviterait seul sur son orbite autour d'une étoile. Alors d'abord, que signifie cette phrase? Tout le monde n'est pas astrophysicien ici, moi non plus. D'ailleurs, mais qu'est-ce que j'ai compris, en tout cas, de cette phrase? S'il y a parmi vous des astrophysiciens qui remarqueraient que je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le faire remarquer, je corrigerai cette vidéo, bien entendu. Voici une étoile. Voici un objet qui gravite, c'est-à-dire qui tourne, qui fait, dit grossièrement, des cercles. En réalité, ce sont plutôt des ellipses, mais grossièrement, on va dire des cercles, autour de l'étoile. Eh bien,
cet objet, il est seul sur son cercle. Il n'y a pas d'autres objets sur ce cercle qui tournent aussi autour de l'étoile. Voilà ce que signifie cette définition, ou cette proposition en tout cas de définition d'une planète. Alors, réversibilité. Est-ce qu'un objet gravitant seul sur son orbite autour d'une étoile se définit comme étant une planète? Eh bien, non, cette définition n'est pas réversible, elle n'est pas fiable, parce qu'il se trouve que dans l'univers, et c'est même très fréquent, paraît-il, il peut y avoir des étoiles qui tournent seules sur leur orbite autour d'une autre étoile. Donc, un objet céleste gravitant seul sur son orbite autour d'une étoile, ça ne se définit pas forcément comme étant une planète. Autre de mes exigences en matière de définition. Une définition doit s'appliquer ni plus ni moins qu'à la totalité des cas que l'objet que l'on cherche à définir veut désigner. Je vais reprendre les exemples précédents. La Terre est une planète. Dans cette phrase, une planète désigne beaucoup plus d'objets que celui que je cherche à définir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Terre. Les autres objets dans l'univers ne m'intéressent pas. Je veux savoir ce qu'est la Terre. Et si je dis la Terre est une planète, eh bien une planète, ça désigne beaucoup d'autres cas que la seule Terre, parce qu'il y a d'autres planètes dans l'univers. Au contraire, si je dis une planète est un corps céleste gravitant seul sur son orbite autour d'une étoile, alors là, cette phrase, elle désigne au contraire beaucoup moins d'objets qu'on souhaite en définir. A priori, quand on parle de planète, on souhaite tout de même inclure au moins la nôtre, la Terre, dans la définition d'une planète. Eh bien, il se trouve que si la phrase que je viens de citer était une définition, alors la Terre ne serait pas une planète. Pourquoi? Eh bien parce que la Terre possède ce que l'on appelle des astéroïdes troyens, c'est-à-dire des petits bouts de cailloux qui gravitent sur le même cercle, sur la même orbite que la Terre, autour de notre étoile qui est le Soleil. Donc la Terre ne serait pas une planète si cette définition d'une planète était juste. C'est un petit peu embêtant quand même pour nous de penser que la Terre ne serait pas une planète. A-t-on vraiment envie de définir une planète de telle sorte qu'on exclurait la Terre de ce que l'on appelle une planète? Je rappelle d'ailleurs que c'est pour cette raison que Pluton a été rétrogradé. On considérait autrefois Pluton comme une planète et aujourd'hui on a compris qu'en fait Pluton n'est pas une planète justement parce que Pluton n'est pas seul à graviter autour du Soleil sur son orbite. Là où le problème devient un petit peu plus inquiétant avec cette définition d'une planète, c'est que non seulement, bon, Pluton n'est pas une planète, alors la Terre ne serait pas une planète, mais Mars non plus n'est pas une planète, parce que Mars aussi possède des astéroïdes troyens. Ni Jupiter, ni Uranus, ni Neptune. Donc ça commence à faire beaucoup, il ne va plus rester beaucoup de planètes en réalité. Donc on voit là que la définition, elle ne peut s'appliquer qu'à beaucoup moins de cas qu'elle ne cherche à en désigner. Bien, si je dis maintenant la Terre est la troisième planète gravitant autour de l'étoile nommée Soleil. Réversibilité. La troisième planète gravitant autour de l'étoile nommée Soleil est la Terre. Eh bien, dans un sens comme dans l'autre, il s'agit bien d'une définition et la définition est fiable dans les deux sens. Donc, du point de vue de la réversibilité, déjà pour moi c'est satisfaisant. Ensuite, effectivement, la troisième planète gravitant autour de l'étoile nommée Soleil ne peut être ni plus ni moins que la Terre. La définition ne peut s'appliquer à aucun autre objet céleste que la Terre. Autre exigence en matière de définition. Une définition, selon moi toujours,
ne doit pas se contredire, elle doit être cohérente, elle ne doit pas non plus avoir en elle une incompatibilité. Parfois, il ne s'agit peut-être pas de contradiction, mais d'incompatibilité, et elle ne doit pas non plus être contredite par une autre définition. Je vais prendre un exemple musical cette fois, rassurez-vous. La portée musicale est un ensemble de 5 lignes horizontales. Je n'ai pas inventé cette définition, j'ai fait des recherches dans le dictionnaire, sur Internet. Plusieurs sources nous présentent cette définition de la portée. La portée est un ensemble de 5 lignes horizontales. Alors déjà, avant de souligner l'exigence que je voulais souligner, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même. Voici un ensemble de 5 lignes horizontales. Quoi? C'est pas un ensemble? C'est pas un ensemble ça? Ça peut pas former un ensemble ça? Si, ça forme un ensemble. Il n'y a pas 5 lignes? Il y a 5 lignes ou il n'y a pas 5 lignes? Il n'y a pas 5 lignes? Il y a 5 lignes. Elles ne sont pas horizontales, c'est ça? C'est quoi Elles ne sont pas horizontales? Elles sont horizontales. Bon. Nous avons bien un ensemble de 5 lignes horizontales. Donc c'est une portée. Ah ben oui, une portée est un ensemble de 5 lignes horizontales. Nous avons un ensemble de 5 lignes horizontales. C'est donc une portée. Voyez-vous? Donc vous comprenez que je ne suis pas satisfait par cette définition. Mais la définition n'est pas terminée. Ça va peut-être s'arranger par la suite. Je termine la définition. La portée est un ensemble de 5 lignes horizontales. Il existe des portées qui n'ont pas 5 lignes horizontales. La portée est un ensemble de 5 lignes horizontales. Il existe des portées qui n'ont pas 5 lignes horizontales. Ah bon, je croyais que la portée était un ensemble de 5 lignes horizontales. La deuxième partie de la définition tend à contredire la première partie. D'ailleurs, c'est vrai, il existe des portées à 3 lignes ou à 4 lignes. On parle très souvent de portées à 11 lignes. Donc, ce n'est pas vrai, la portée ne peut pas se définir comme un ensemble de 5 lignes horizontales. Ça rentre en contradiction avec la deuxième partie de la définition qui nous explique que non, ce n'est pas forcément le cas. Donc, ici, nous avons une définition qui se prend pour un exemple en fait. Un ensemble de 5 lignes horizontales. Alors déjà, ce n'est pas une portée, comme on vient de voir. Bien sûr, il faut remplacer, mais bon, ça a l'air beaucoup trop compliqué de faire cette opération, d'aller chercher aussi loin. Il faut remplacer le mot ensemble par le mot superposition. Bien sûr, ce sont des lignes horizontales, mais superposées verticalement. Bon. Donc, une superposition de 5 lignes horizontales, ce n'est pas la définition d'une portée, c'est un exemple de portée. Une définition n'est pas un exemple n'est pas une définition. Hein? Autre exemple, justement, en parlant d'exemple. Cette fois, c'est une définition qui nous est proposée par l'illustre théoricien Dan Hauser. J'aime beaucoup Dan Hauser. J'ai un grand amour pour Dan Hauser. Je lui fais souvent sa fête, d'ailleurs, vous remarquerez. Définition proposée par Dan Hauser au sujet des notes de musique. Les notes représentent des hauteurs et des durées de son. Bon, alors là déjà, ça part mal, parce que Dan Hauser nous habitue à débuter chaque chapitre par une définition de l'objet étudié dans ce chapitre, ce qui me paraît pertinent. Mais ceci n'est pas une définition. Effectivement, je sais ce que représentent les notes, mais je ne sais toujours pas ce qu'est une note. Donc, je ne sais toujours pas qu'est-ce qui représente des durées et des hauteurs de son. Est-ce que c'est un chiffre qui représente les durées et les hauteurs de son? Est-ce que c'est une lettre? Est-ce que c'est un dessin?
Est-ce que c'est non pas le dessin, mais son positionnement dans la partition? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'est une note, mais je sais ce qu'elle représente. Et ben, on n'est pas prêt de mettre en pratique cette théorie. Hein. Attention, ça n'est pas terminé. C'est souvent dans les deuxièmes parties, vous remarquerez que au début ça va, et puis ça part en vrille après, souvent, hein, vous remarquerez. Les notes représentent des durées et des hauteurs de son. Il n'y a que 7 noms de notes. Alors, 2 hypothèses. Soit la totalité des durées de son possibles plus la totalité des hauteurs de son possibles égale 7. Donc là, je fais appel à votre expérience musicale puisque je m'adresse à des personnes qui auraient au moins validé un second cycle de formation musicale. Ça va, ça ne vous pose pas particulièrement de problème, là, la définition proposée par le très illustre Dannhauser? Bon. Autre hypothèse, en plus de 1000 ans d'histoire de la musique écrite, Dannhauser, ainsi que ses prédécesseurs, n'auraient toujours pas trouvé de nom à donner aux autres durées et aux autres hauteurs de son. Bizarre cette affaire-là quand même, hein? Bon. Vous comprendrez que je ne suis pas satisfait par la définition que Dannhauser nous propose des notes. Il semblerait que la deuxième partie de sa définition contredise, ou soit en tout cas incompatible, avec la première partie. Les notes représentent des durées et des hauteurs de son, il n'y a que 7 noms de notes. Ma quatrième exigence, qui est un petit peu la même que la troisième d'ailleurs, la troisième était qu'une définition ne se contredise pas, ni ne soit contredite par d'autres définitions, eh bien, ma quatrième exigence est qu'une définition ne doit pas être systématiquement contredite, non pas par elle-même ou par une autre définition, mais par la pratique du concept que l'on cherche à définir. J'ai fait une vidéo déjà justement pour démontrer combien la définition des notes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, il y a des définitions différentes et elles ont toutes le même problème, c'est qu'elles rentrent complètement en incohérence, en contradiction avec tout ce qui peut se pratiquer au sujet des notes. Donc j'ai fait une vidéo pour relever cette quantité impressionnante de contradictions. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Donc selon moi, non, une définition ne doit pas être systématiquement contredite par la pratique du concept qu'elle cherche à définir. Et je vais entrer dans le vif du sujet. Les intervalles. Alors j'ai fait des recherches sur l'étymologie d'intervalles, parce que je me suis rendu compte que jusque ce jour où je fais cette vidéo, j'avais très bêtement commis des erreurs à ce sujet. Donc je me remets en question et je me recale maintenant. Je croyais en effet bêtement que intervalle ça voulait dire entre les valeurs. Je croyais que c'était l'étymologie du mot, ça n'est pas le cas. Même si effectivement intervalle peut vouloir dire entre les valeurs, mais ce n'est pas l'étymologie du mot. Intervalle vient du latin intervallum. Alors inter ça veut dire entre, mais vallum ça ne veut pas dire valeur. Ça veut dire des murs, des frontières, des points, des bornes. Donc intervallum ne veut rien dire d'autre, attention, que entre les bornes. Et il a très vite été fait comme interprétation dans l'histoire, justement que entre les bornes sous-entendait une distance entre les bornes. Mais il y a une autre interprétation qui est possible. Entre les bornes, ça peut être aussi tous les objets que l'on peut trouver et compter entre les bornes. Ça peut aussi sous-entendre cela. Donc il y a diverses interprétations possibles et donc nous trouvons effectivement diverses définitions de l'intervalle.
Nous avons la définition la plus globale que nous proposent beaucoup de dictionnaires, parmi lesquels le Larousse, qui nous dit qu'un intervalle est une distance d'un point à l'autre. Voilà. Alors, à ce stade-là, ma démonstration est pas bien engagée quand même, parce que moi je cherche à vous démontrer qu'un intervalle en musique, mais j'ai bien dit en musique, ne peut pas être la distance d'un son à un autre son. Et là, le dictionnaire nous dit, ben si, un intervalle c'est la distance d'un point à l'autre. Donc pour le moment, ma démonstration, elle part quand même très mal. Mais il y a, comme je l'ai dit, diverses interprétations et diverses définitions possibles de l'intervalle. Nous avons par exemple la définition mathématique de l'intervalle. En mathématiques, un intervalle est défini par un ensemble ordonné de points compris entre deux bornes. Par ailleurs, je rappelle que cette définition de l'intervalle en mathématiques offre elle-même 4 possibilités. C'est-à-dire que cet ensemble ordonné de points compris entre deux bornes peut soit inclure la borne de départ et la borne d'arrivée, soit les exclure toutes les deux, soit inclure la borne de départ et exclure la borne d'arrivée, soit exclure la borne de départ mais inclure la borne d'arrivée. Alors j'ai envie de dire, nous avons 2 interprétations de l'intervalle, une distance d'un point à l'autre, ou alors un ensemble ordonné de points compris entre 2 bornes. Eh bien, qui va trancher? Ce serait bien que dans le domaine musical, ce soit un musicien quand même qui tranche. Eh bien, nous allons faire appel de nouveau à l'illustre Dan Hauser, qui va trancher cette question. Quelle définition Dan Hauser nous donne-t-il de l'intervalle en musique? Dan Hauser nous dit l'intervalle est la distance entre 2 sons. Bon, ben voilà, c'est bon, c'est fini, c'est fichu. Je ne sais pas pourquoi je fais cette vidéo. Donc, bien entendu, à partir du moment où on a toujours dit comme ça, où tout le monde dit comme ça, parce que quelqu'un de très connu a dit que c'était comme ça, eh bien c'est comme ça. Aucune contestation n'est possible. C'est ce que l'on appelle un argument d'autorité. Un argument d'autorité, c'est quand on ne dispose d'aucun autre argument que l'autorité, la puissance, la notoriété de celui qui a exprimé une notion, une idée, une définition. Autrement dit, un concept serait forcément juste à partir du moment où il a été exprimé par quelqu'un qui est très connu. Peut-être est-ce insolence de ma part, mais les arguments d'autorité n'ont aucune prise, aucun impact sur mon esprit. Et par conséquent, la définition proposée par Dan Hauser ne me convient pas. Et je persiste à prétendre qu'un intervalle n'est pas et ne peut pas être ce que dit Dan Hauser, c'est-à-dire une distance entre 2 sons. Ah, mais je suis bête. Ah, je suis désolé, autant pour moi, je ne sais plus lire. Alors, j'ai retourné à l'école, je vais apprendre à lire. La lecture, c'est de la gauche vers la droite, et c'est du début jusqu'à la fin. Et les mots, c'est pas au hasard. Il faut les lire tous dans l'ordre de la gauche vers la droite, du début à la fin. Je suis désolé, la phrase n'était pas terminée. Je n'ai lu que le début de la définition de Dan Hauser. Mes plus plates excuses, je me suis précipité comme ça à le critiquer, le pauvre, alors que je n'avais pas lu sa phrase jusqu'au bout. Je vais donc lire sa phrase jusqu'au bout. Ça va aller beaucoup mieux, j'en suis sûr, j'en suis convaincu. L'intervalle, d'après Dan Hauser, donc je relis la définition de l'intervalle d'après Dan Hauser, l'intervalle est la distance entre 2 sons. On mesure un intervalle, donc une distance entre 2 sons, on est d'accord? C'est Dan Hauser qui le dit, hein. Il vient de nous expliquer que l'intervalle, c'est la distance entre 2 sons. On mesure un intervalle, ça veut dire qu'on mesure la distance entre 2 sons. C'est moi ou c'est logique? Bon.
l'intervalle est la distance entre deux sons. On mesure un intervalle par le nombre de degrés qu'il contient. Donc on mesure la distance entre deux sons par le nombre de degrés qu'il contient. Ça va? Moi aussi ça va, hein. Pas de souci. La définition proposée par Dan Hauser est parfaitement fiable et cohérente, à condition que la définition mathématique à laquelle elle se réfère, puisqu'il nous parle bien de compter le nombre de degrés entre les deux sons, soit bien compatible avec la définition plus globale que propose Larousse, par exemple, une distance entre deux points, puisque, miraculeusement, ou pas, Dan Hauser semble vouloir réconcilier les deux définitions, puisqu'il nous donne les deux, en fait. Hein. L'intervalle et la distance entre deux sons, donc ça se réfère plutôt à la définition proposée, entre autres, par Larousse, et il nous dit que, justement, on mesure la distance entre deux sons par le nombre de degrés qu'il contient, ce qui se réfère plutôt à la définition mathématique. Donc on trouve ces deux références dans la même définition. Il faut absolument que ce soit compatible. Il ne faudrait pas que la deuxième partie de la phrase contredise la première. Je vais vous démontrer qu'il n'y a absolument aucune compatibilité possible entre les deux parties de cette phrase. Je vais vous montrer qu'il n'est absolument pas possible en musique de faire ce que nous propose Dan Hauser, c'est-à-dire de mesurer la distance entre deux sons par le nombre de degrés que contient l'intervalle. Alors, d'abord, une petite précision. Lorsque Dan Hauser nous parle d'une distance entre deux sons, il convient de préciser, c'est dommage d'ailleurs que ça ne soit pas précisé noir sur blanc dans sa théorie, mais il convient de préciser que Dan Hauser veut parler d'une distance entre un son grave et un son aigu, hein, donc une distance qui se représente verticalement sur la partition. Hein, je pense que je ne trouverai aucun de mes collègues donc du coup pour contredire ce que je viens d'expliquer. On entend par distance entre deux sons la distance entre un son grave et un son aigu, donc il se représente verticalement sur la partition. Bien. Alors, si un intervalle est une distance entre deux sons, si cette distance se mesure par le nombre de degrés, et si, comme l'écrit Dan Hauser un petit peu plus loin dans sa théorie, ce nombre de degrés donne justement son nom à l'intervalle, donc donne son nom à la distance mesurée par le nombre de degrés qui donne son nom à l'intervalle, alors, logiquement, il ne peut pas y avoir de différence entre l'intervalle, la distance, le nombre de degrés et le nom de l'intervalle. Pourquoi? Parce que s'il y a une différence, eh bien c'est que c'est différent. Quand il y a une différence, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Donc, un intervalle ne pourrait donc pas être une distance mesurée par la quantité de degrés qui lui donne son nom. Bon. Or, nous allons constater qu'il y a systématiquement une différence entre tous ces éléments de la définition. Première démonstration, nous allons constater qu'il y a une différence entre la distance et la quantité de degrés. Et donc la distance ne peut pas être mesurée par la quantité de degrés. Voici deux points. Les ronds que vous voyez dessinés dans la portée s'appellent des points, parce que si ça ne s'appelle pas des points, alors ça va être très compliqué plus tard dans l'étude du langage musical de parler de contrepoint. Contrepoint, ça signifie un point contre un point, et que sont ces points? Eh bien ce sont justement ces ronds que l'on dessine dans la portée. Donc on appelle ces ronds des points. Voici deux points. Vous constatez que ces deux points se situent sur la même ligne, donc à la même altitude, au même niveau. Ces deux points ont donc le même degré. Alors, première question, très simple, il n'y a pas de piège.
combien il y a-t-il de points du premier point jusqu'au deuxième point? Il n'y a pas de piège, hein, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, il y en a 2. On observe 2 points. Quelle est maintenant la quantité de degrés du premier point au deuxième point? Sachant, je vous le rappelle, que ces 2 points ont le même degré, puisque ces 2 points sont sur la même ligne, sont au même niveau. Il n'y a donc qu'un degré, puisque c'est le même. D'accord? La quantité de degrés du premier point au deuxième point, elle est de 1. Il y a un seul et même degré. Et maintenant, quel est l'écart? Quelle est la distance représentée verticalement, hein, entre le grave et l'aigu? Quel est l'écart, la distance, l'espace, la hauteur du premier point au deuxième point? Vous voyez bien qu'il n'y a pas de distance, qu'il n'y a pas d'écart, qu'il n'y a pas de hauteur, qu'il n'y a pas d'espace, puisque les 2 points, je le rappelle, sont sur la même ligne, au même niveau, ont le même degré. Donc la distance, l'écart est de 0. On constate donc une différence entre la quantité de degrés et la distance. Si la distance pouvait se mesurer par la quantité de degrés, alors il faudrait admettre que dans le cas que nous avons sous les yeux, eh bien, il y a bien un écart, il y a bien une distance de 1. Vous voyez que c'est un petit peu aberrant quand même, a priori. Hein. Deuxième démonstration, nous constatons que le nom de l'intervalle est différent de la distance. Comment s'appelle cet intervalle? Vous le savez tous, puisque je m'adresse à des personnes qui ont validé au moins un 2e cycle de formation musicale. On appelle cet intervalle l'unisson. Que signifie unisson? Ça veut dire 2 sons unis. Oui, mais que signifie uni? Unis comment? Unis par quoi? Unis par le même degré, à tel point que ces 2 sons finissent par n'en former qu'un seul, ou en tout cas ne forment qu'un seul degré. C'est pour ça que l'on appelle cet intervalle unisson, parce que ces 2 sons sont unis par le même, un seul degré. Donc, le nom de l'intervalle se réfère bien à la quantité de degrés, et non pas à l'écart. Alors vous me direz, dans nos heures est cohérent, parce que dans nos heures écrits, on nomme unisson le même son produit par 2 voix ou instruments. Par conséquent, l'unisson n'est pas un intervalle. Alors effectivement, c'est le même son qui est représenté par 2 points qui sont bien au même niveau. Alors, joué par plusieurs voix ou instruments, ça peut être joué par le même instrument ou par la même voix si les sons sont l'un après l'autre. Hein. Bref. Par conséquent, l'unisson n'est pas un intervalle. Dans nos heures est cohérent, puisqu'il nous dit qu'un intervalle est une distance, un écart, et donc là il n'y a pas d'écart, donc l'unisson n'est pas un intervalle. Le problème, c'est que dans nos heures nous dit aussi que précisément, cette distance se mesure par la quantité de degrés. Or, comme je viens de le dire avant, si ça se mesure par la quantité de degrés, il y a bien quand même 1 degré, et non pas 0 degré. Donc il faudrait admettre qu'il y a bien une distance. Et donc l'unisson est bien un intervalle. Donc, dans nos heures, se contredit toujours. 3e démonstration. Nous allons constater que lorsque la quantité de degrés est la même, il est tout à fait possible que la distance soit différente. Or, si un intervalle était une distance et que cette distance se mesurait par la quantité de degrés, la quantité de degrés doit être proportionnelle à la distance. Cela signifie que si la distance augmente, la quantité de degrés augmente, si la distance diminue, la quantité de degrés diminue, et si la distance est la même, la quantité de degrés est la même. Nous allons constater que la quantité de degrés peut être la même, alors que la distance, pour la même quantité de degrés, peut être différente. Voici l'intervalle de secondes. Pourquoi appelle-t-on cet intervalle du premier point au deuxième point une seconde? Parce que l'on dénombre 2 degrés. 1, 2. Je vais maintenant, pour que tout le monde puisse comprendre, placer une clé. Allez,
la clé que vous aimez le plus, celle à laquelle vous êtes le plus habitué, placée à l'endroit auquel vous êtes le plus habitué, la clé de sol sur la deuxième ligne. Nous avons maintenant des notes. Ces notes sont Mi et Fa. Vous connaissez tous, j'ai envie de dire, la loi des notes, qui veut que entre les notes Mi et Fa et entre les notes Si et Do, nous ayons précisément une distance d'un demi-ton. Donc la distance entre Mi et Fa est d'un demi-ton. Voici maintenant une autre seconde. C'est toujours une seconde. C'est le même intervalle. Le nom de l'intervalle est le même. Pourquoi appelle-t-on cet intervalle une seconde? Parce que on dénombre 2 degrés. 1, 2. Maintenant, quelle est la distance entre ces 2 degrés? Eh bien, les demi-tons devant être entre les notes Mi et Fa et entre les notes Si et Do. Vous savez très bien aussi qu'entre toutes les autres notes conjointes, telles que c'est le cas ici, on compte un ton. Donc la distance de Fa à Sol est une distance d'un ton. Nous avons donc, dans les deux cas, un intervalle de secondes. On dénombre bien la même quantité de degrés, alors que la distance que l'on va entendre est différente. Donc s'il y a une différence entre la quantité de degrés et la distance, c'est donc bien qu'on ne peut pas mesurer la distance par la quantité de degrés. Cette quantité de degrés va donner le nom de l'intervalle, et donc l'intervalle ne peut pas être une distance mesurée par une quantité de degrés. Quatrième démonstration. On va constater aussi qu'il y a une différence entre une superposition de degrés et une superposition de distance, ce qui va confirmer qu'une quantité de degrés n'est pas une distance. Voici la superposition de 2 tierces. Effectivement, la quantité de degrés du premier point au deuxième point est bien de 3. 1, 2, 3. On dénombre 3 degrés, c'est bien une tierce. La quantité de degrés du deuxième au troisième point est bien également de 3. 1, 2, 3, c'est bien également une tierce. C'est important de le vérifier rigoureusement. Quelle est maintenant la quantité de degrés du premier point au troisième point? On pourrait croire qu'une tierce et une tierce, ça fait une sixte. Mais pas du tout. Nous allons dénombrer les degrés du premier point au troisième point. 1, 2, 3, 4, 5. On vérifie bien qu'il s'agit d'une quinte et non pas d'une sixte. Donc une superposition d'intervalles n'est pas une addition d'intervalles. Pourquoi? Eh bien justement parce qu'un intervalle est une quantité de degrés, mais ne peut pas être à la fois une quantité de degrés et une distance. Or, lorsqu'on dénombre la quantité de degrés du premier point au troisième point, on ne va pas compter 2 fois, puisque c'est le même degré, on ne va pas compter 2 fois le degré du point central. Maintenant, si un intervalle était une distance mesurée par la quantité de degrés, alors il n'y aurait aucune différence entre la distance et la quantité de degrés, et donc il n'y aurait pas de différence non plus entre une superposition de degrés et une superposition de distance. Nous allons maintenant superposer les distances. Quelle est la distance de Mi à Sol? Entre Mi et Sol, il y a la note Fa. Mi, Fa, ça mesure un demi-ton. Fa, Sol, ça mesure un ton. Donc, de Mi à Sol, ça mesure bien un ton et demi. Quelle est la distance de la note Sol à la note Si? Entre Sol et Si, il y a la note La. De Sol à La, ça mesure un ton. Et de La à Si, ça mesure un ton. Donc, de Sol à Si, ça mesure bien 2 tons. Maintenant, quelle est la distance de Mi à Si? Entre Mi et Si, il y a Fa, Sol, La. Mi, Fa, ça mesure un demi-ton. Fa, Sol, un ton. Sol, La, un ton. La, Si, un ton. Ça fait en tout 3 tons plus un demi-ton. Et là, on constate que effectivement, un ton et demi plus 2 tons, l'addition fonctionne bien, ça fait bien 3 tons et demi. Donc,
une superposition de distance est bien une addition, alors qu'une superposition de degrés n'est pas une addition. Il y a donc une différence entre une superposition de degrés et une superposition de distance. Cinquième démonstration. Nous allons constater que lorsque la quantité de degrés est différente, la distance peut très bien être la même. Par exemple, prenons les notes Fa et Si. Nous avons 4 notes. Fa, Sol, La, Si. Les 4 notes ne sont pas écrites. On ne voit que le Fa et le Si, mais on peut imaginer le Sol et le La entre les deux. Sol et La existent entre Fa et Si. On dénombre donc 4 notes qui correspondent à 4 degrés, puisque le degré, c'est le numéro que l'on donne à une note. S'il y a 4 notes, il y a 4 degrés. Cet intervalle s'appelle donc une quarte. Nous allons le comparer à l'intervalle de la note Si que l'on va placer cette fois la plus basse à la note Fa qui va être au-dessus. Et cette fois, entre Si et Fa, nous avons Do, Ré et Mi. Ça fait Si, Do, Ré, Mi et Fa. On compte 5 notes. Chacune de ces notes peut avoir un numéro, ça fait donc 5 degrés. Cet intervalle est donc une quinte. On dénombre donc une quantité de degrés différente. C'est bien pourquoi l'intervalle ne porte pas le même nom. Maintenant, quelle est la distance de Fa à Si? Fa, Sol, un ton, Sol, La, un ton, La, Si, un ton. Ça fait bien 3 tons, c'est ce que l'on appelle un triton. Et maintenant, de Si à Fa, Si, Do, un demi-ton, Do, Ré, un ton, Ré, Mi, un ton, et Mi, Fa, un demi-ton. Nous avons 2 tons et 2 demi-tons, ce qui nous fait également 3 tons. Donc dans les deux cas, nous avons un triton. La distance est la même, alors que la quantité de degrés, cette fois, est différente. Sixième démonstration, nous allons constater que lorsque la quantité de degrés augmente, la distance peut au contraire diminuer. C'est encore pire que l'exemple précédent. Nous allons prendre l'exemple de l'intervalle de la note Fa à la note Ré dièse. Fa, Sol, La, Si, Do, Ré dièse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous dénombrons 6 degrés. Cet intervalle s'appelle une sixte. Et à côté, nous avons un intervalle de septième. De Mi à Ré bémol. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous dénombrons bien 7 degrés. Cet intervalle s'appelle une septième. Nous allons maintenant mesurer la distance de notre sixte. Entre Fa et Ré dièse, il y a donc Sol, La, Si, Do. Fa, Sol, un ton, Sol, La, un ton, La, Si, un ton, Si, Do, un demi-ton. Donc, nous en sommes à 3 tons et un demi-ton. Et de Do à Ré dièse, il y a un ton et demi. De Do à Ré, c'est la loi des notes, ça fait un ton. Mais si je monte avec un dièse le Ré d'un demi-ton, c'est plus grand, ça va faire un ton et demi. Nous avons donc 3 tons, un demi-ton, un ton et demi. Un demi-ton et un ton et demi, on est d'accord, ça fait 2 tons. 3 tons plus 2 tons, ça fait 5 tons. Notre sixte, qui dénombre donc bien 6 degrés, a une distance de 5 tons. Mesurons maintenant la distance de notre septième. De Mi à Ré bémol, il y a les notes Fa, Sol, La, Si, Do. Mi, Fa, un demi-ton. Fa, Sol, un ton. Sol, La, un ton. La, Si, un ton. Nous en sommes à 3 tons plus un demi-ton. Si, Do, un demi-ton. Et Do, Ré bémol, un demi-ton. Parce que Do et Ré, la loi des notes nous dit que ça fait un ton, mais si je baisse le Ré avec un bémol comme BC, c'est plus petit, ça ne mesure plus qu'un demi-ton. Nous en sommes donc à 3 tons et 3 demi-tons,
Ce qui, si je calcule bien, nous fait 4 tons plus un demi-ton. Nous avons bien une septième qui dénombre donc 7 degrés et non pas 6, mais qui ne mesure que 4 tons plus un demi-ton. Donc, lorsque l'intervalle augmente, il se peut que la distance, au contraire, diminue. Septième démonstration. Nous allons constater que lorsque la distance de deux intervalles de nom et donc de quantité de degrés différentes est la même, eh bien, elle peut être ressentie différente. Alors, si la quantité de degrés est différente et que la distance est ressentie elle aussi différemment, eh bien, théoriquement, on pourrait penser que la distance ressentie pourrait être proportionnelle à la quantité de degrés. Mais l'expérience pratique démontre toujours que, au contraire, la différence entre la distance et la quantité de degrés est accrue par le ressenti. Je vais maintenant réaliser une expérience pratique, sensorielle, avec une personne dont le ressenti sera spontané, naturel, parce qu'il ne sera pas influencé par la culture, il ne sera pas influencé par une instruction musicale, puisque cette personne n'a pas appris la musique, cette personne ne s'est jamais inscrite dans une école de musique. La seule éducation musicale que cette personne a eue, c'est celle qui est fournie par le collège. Donc, cette personne n'a pas particulièrement d'instruction musicale, et donc nous allons constater ce qu'elle va ressentir dans la situation que je viens d'exposer. Alors ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur la première leçon de langage musical, sur le corps musical, connaissent cette personne. Il s'agit de la biologiste Marianne Houlen. Donc merci Marianne d'avoir accepté de participer à cette expérience sensorielle. Je vais maintenant te laisser ma place. Bonjour à tous, merci Sébastien de m'avoir invité pour cet exercice. Donc effectivement, je n'ai aucune base en musique, en langage musical plus précisément. Les seules notions que j'ai étaient les notions de flûte en fait qu'on nous enseigne en primaire et en début de collège. Donc je pars vraiment de rien et je suis ravie d'avoir pu mettre mon ressenti à contribution de cette vidéo. Merci beaucoup. Donc je vais te jouer donc, deux situations différentes. La situation A, la situation B. Bon. Donc dans les deux cas, je vais jouer deux groupes de sons. Ok. C'est des groupes de sons en même temps, joués en même temps. En contrepoint, donc là par exemple, je vais jouer deux sons en même temps. Et puis là, je vais jouer deux autres sons en même temps. Bon, ils ne sont pas à cet endroit-là, hein, peu importe. Ouais. D'accord ? Ouais. Bon, c'est ça que ça veut dire, mes groupes de sons. Ok ? Ok. Et puis donc là, pareil. Là, je vais jouer deux sons en même temps, et là, ensuite deux sons en même temps. Ok ? Ok. Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est le premier groupe de sons, à chaque fois. Donc je les ai nommés 1A, 1B. Ouais. Okay. Donc ce que je veux savoir, c'est lequel, un A ou un B, lequel tu ressens comme étant plus grand. Ok. D'accord ? Ouais. Il y a un de ces deux groupes de sons, tu vas peut-être les ressentir comme ça. Ouais. Et puis l'autre, tu vas peut-être ressentir comme ça. Ok. Bon, je sais pas. Et le 2, il ne nous intéresse pas particulièrement. Non, mais il est nécessaire pour faire le palier entre les... Je peux rien te dire. Okay. Je peux rien te dire. D'accord ? Ouais, allons-y. Très bien. On va tenter l'expérience. Ça c'est le A. Ouais. Et le B. Je dirais que le 1A est plus long que le 1B. Et plus ? Plus long. Ah,
Donc plus grand, tu veux dire. Ouais, plus grand. Long, c'est dans le temps, tu veux dire plus grand. D'accord, merci. Alors, on va faire la même expérience avec d'autres exemples. Ouais. Avec d'autres exemples, d'accord? Ok. Donc c'est toujours le premier groupe qui m'intéresse. Hein. Même si j'enchaîne deux groupes, à chaque fois, c'est le premier qui m'intéresse. Ouais. Le deuxième. Le 1B est plus grand. Mais c'est vraiment mon ressenti, mais je sais pas du tout si c'est vrai. Hein, tu vois. Donc Marianne a bien ressenti la carte augmentée plus grande que la quinte diminuée, alors que théoriquement la distance est la même, la distance est de 3 tons. De même, lorsque j'ai joué une septième diminuée et une sixte dite augmentée, eh bien Marianne a bien ressenti la sixte comme plus grande que la septième. Donc le ressenti confirme la théorie que je propose, mais tout simplement parce que la théorie que je propose repose sur au moins 25 ans d'études des ressentis intersubjectifs, c'est-à-dire ce que nous ressentons tous communément face à certaines situations musicales. Huitième démonstration. Alors, il s'agit d'une démonstration de l'incompatibilité des vocables et des expressions que l'on utilise. On considère, dans une certaine logique, que un demi-ton, un ton et demi sont des intervalles. Effectivement, comme on a dit qu'un intervalle est une distance, et que, bien sûr, un demi-ton, un ton et demi sont bien des distances, alors, effectivement, ce sont bien des intervalles. Mais en même temps, on enseigne que les demi-tons, les tons et demi, etc., sont les compositions possibles d'un intervalle. Dannhauser lui-même écrit, on appelle composition d'un intervalle le nombre de tons et de demi-tons que renferme un intervalle. Alors je ne comprends pas. Si un ton, c'est la composition d'un intervalle, ce n'est pas l'intervalle, c'est sa composition à l'intervalle. Ça ne peut pas être à la fois l'intervalle et la composition de l'intervalle. Ou alors ça reviendrait à dire qu'un ton, c'est l'intervalle de l'intervalle. C'est un truc à devenir dingue, cette affaire-là. Bon, en plus, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que non seulement c'est l'intervalle de l'intervalle, si on est logique, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais en plus, ce serait donc l'un des intervalles possibles d'un intervalle. Puisque par exemple, un intervalle de seconde peut avoir une composition d'un demi-ton, d'un ton ou d'un ton et demi, ce que l'on appelle aussi des intervalles. Donc ce serait l'un des intervalles possibles d'un intervalle, mais c'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ce serait aussi l'intervalle de plusieurs intervalles possibles. Puisque par exemple, un ton et demi, ça peut très bien être une seconde comme une tierce. On finit par tout confondre et par ne plus rien comprendre, à considérer qu'un ton ou un demi-ton ou un ton et demi, etc., pourrait être à la fois un intervalle et la composition d'un intervalle, et même la composition de plusieurs intervalles. Ça n'a plus de sens. Neuvième démonstration. Bien, on constate qu'il y a une différence entre le renversement de l'intervalle et le renversement de la distance. Le renversement de l'intervalle consiste en fait à renverser les degrés. Pour simplifier, je vais dire à renverser les notes. Voici une tierce. Les notes sont mi et sol. Eh bien, le mi qui est en bas, je vais maintenant le placer au-dessus du sol. Et au-dessus du sol, c'est à cet endroit-là. Donc, vous observez qu'en ayant fait cette manœuvre que l'on appelle communément le renversement de l'intervalle, vous voyez bien que ça ne renverse pas la distance. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de savoir ce que signifie renverser une distance. Mais admettons que vous avez une distance d'1 mètre, si vous la retournez,
Ça fera toujours 1 mètre en principe, ça ne doit pas faire ce que vous avez sous les yeux, il me semble. Donc, il y a aussi une différence entre le renversement de l'intervalle et le renversement de la distance. Donc, décidément, c'est compliqué de considérer un intervalle comme une distance, puisque ce n'est pas la même chose. Nous ne cessons de constater que ce n'est pas la même chose. Donc, un intervalle ne peut pas être à la fois une distance et une quantité de degrés. Il va falloir choisir. Les définitions extra-musicales de l'intervalle permettent les 2 interprétations, mais pas simultanément. Pourquoi alors ne pas choisir de définir l'intervalle comme une distance? Eh bien, si l'intervalle est une distance, il va falloir réformer le nom des intervalles, c'est-à-dire que dans ce cas, les intervalles sont nommés demi-ton, ton, ton et demi, 2 tons, 2 tons et demi, triton. Attention, je ne parle pas triton, ça veut dire 3 tons. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler de la salamandre, d'accord? Triton, ça ne veut pas dire ça. Hein. De même que le thon n'est pas un poisson, hein, on est d'accord. Triton, 3 tons et demi, 4 tons, 4 tons et demi, 5 tons, 5 tons et demi, 6 tons, 6 tons. Voilà, quel devrait être le nom des intervalles. Donc il va falloir réformer le nom des intervalles si on veut que l'intervalle soit une distance. Il va falloir réformer aussi le nom désignant les quantités de degrés. C'est indispensable à la pratique musicale. C'est-à-dire que si les secondes, les tierces, les quartes et les quintes ne sont plus des intervalles, c'est quoi alors? Il faut que je puisse avoir un nom pour désigner cet ensemble de quoi, je ne sais pas, de choses que l'on nomme seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave. Il va falloir également réformer, donc, comme on l'a déjà vu, l'enseignement de la composition et de la qualification des intervalles. Et il va falloir réformer aussi le renversement des intervalles, qui est en réalité un renversement des degrés et non pas un renversement de la quantité de degrés ni de la distance. Tandis que, si maintenant on réforme uniquement la définition de l'intervalle, si on considère maintenant qu'un intervalle est une quantité de degrés, eh bien, il n'y a rien à réformer, en fait. Les autres leçons restent compatibles, mis à part le renversement des intervalles, qui est donc un renversement des degrés et non un renversement de la quantité de degrés ni de la distance. Donc, il y a beaucoup moins de choses à réformer si on considère qu'un intervalle est une quantité de degrés. Donc, vous voyez que finalement, je ne suis pas si réformateur que ça. Je ne veux pas renverser la table et tout changer. Au contraire, si je propose de réformer la définition de l'intervalle et de considérer qu'un intervalle est une quantité de degrés, c'est justement pour pouvoir être cohérent sans avoir besoin de réformer tout le reste. C'est pour avoir le moins possible de choses à modifier, justement, que je propose ça. Alors, comment est-il possible qu'un érudit, un savant reconnu tel que Dannhauser ait pu exprimer autant d'incohérences et de négligence logique, sémantique, mathématique? Alors en réalité, nous allons voir, c'est le cas de le dire, voir que la cohérence de Dannhauser est tout à fait inattaquable. Ah, ça vous surprend, hein? Vous ne vous attendiez pas à ce que je dise ça. Alors pourquoi est-ce que Dannhauser écrit que l'intervalle est la distance entre 2 sons mesurée par le nombre de degrés qu'il contient, lequel donne son nom à l'intervalle? Eh bien parce que vous le voyez de vous-même, vous le voyez visuellement de vos propres yeux, que quand la distance entre 2 points augmente, la quantité de degrés augmente. C'est imparable, vous le voyez sur la portée, vous le voyez. Et l'admirable cohérence de Dannhauser est éclairée par la toute première phrase de sa théorie, dans la version d'origine en tout cas. Une tout aussi admirable d'ailleurs définition, irréprochable. La théorie de la musique est l'étude des signes. Réversibilité. L'étude des signes est donc nulle autre chose
que la théorie de la musique. Elle est magnifique cette définition. Donc, le langage musical est un langage des signes, un langage adapté aux personnes malentendantes ou non entendantes. Alors en effet, en art plastique, comme nous venons de le constater, un intervalle est bien une distance. Et apparemment, la musique, en tout cas telle que la conçoit Dannhauser, semble un art très plastique. Mais vous voyez, même à ce stade de la réflexion, nous constatons que Dannhauser est décidément incapable de cohérence. Et oui. En effet, sa définition de l'intervalle contredit sa définition de la théorie de la musique dans laquelle il définit l'intervalle. Dannhauser ne dit pas que l'intervalle est la distance entre deux points, mais entre deux sons, ce qui, comme je vous l'ai démontré, est impossible. J'essaierai de faire, quand j'aurai la disponibilité, une autre vidéo qui sera dans le prolongement de celle-ci et qui essaiera de montrer comment à la fois nous détestons la théorie et comment en même temps nous en vénérons le contenu. Et puis on essaiera de comprendre pourquoi est-ce que cela fait au moins 150 ans, c'est-à-dire d'après certains depuis toujours, ce qui voudrait dire que l'être humain est apparu sur Terre il y a 150 ans avec donc la théorie de Dannhauser qui a été publiée en 1872. Pourquoi est-ce que depuis au moins 150 ans, nous persévérons sans aucune contestation, sans aucun doute, à transmettre, à perpétuer cette définition, cette conception de l'intervalle qui est non seulement erronée, mais qui est impossible. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt dans une nouvelle vidéo pédagogique.